à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Aurélie et de Justine. Justine qui se trouve en ce moment même en Thaïlande. Elle va vous présenter différents sanctuaires d'éléphants qu'elle a pu visiter et Aurélie de Voyage Sauvage sera là pour aussi vous amener des informations sur le bien-être animal et comment aller voir les animaux lorsqu'on est en voyage tout en étant respectueux de ces derniers. Donc, je suis ravie qu'on fasse ce live aujourd'hui. Bonjour à vous, Aurélie, Justine. La parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, on dit bonjour à Oli aussi qui a voulu s'incruster dans la vidéo. Bonjour à tous. Donc moi je suis Justine, je suis consultante en écotourisme animalier et je suis partie en Thaïlande pour visiter les sanctuaires d'éléphants, à savoir est-ce que le bien-être animal est pris en compte et est-ce que il y a énormément d'interactions ou non avec les touristes. Voilà, il y a plusieurs points qu'on va aborder aujourd'hui. Et j'ai choisi de vous présenter les trois premiers sanctuaires que j'ai pu voir. Et surtout que ce sont trois sanctuaires qui sont un petit peu différents les uns des autres. Donc on va pouvoir voir ensemble ces différences et pouvoir reconnaître du coup qu'est-ce qu'un vrai sanctuaire d'info ou enfin voilà. Et Aurélie est Voyage Sauvage, donc il y a sa propre agence de voyage animalier co-responsable. Je fais ta petite pub. Et donc, du coup, on va commencer par un premier sanctuaire, et là, je dirais plus entre guillemets, parce que le premier sanctuaire est un ancien camp d'éléphants qui est devenu, qui a revu son activité durant la période Covid. Donc, qu'est-ce qu'un camp d'éléphants? Déjà, de base, un camp d'éléphants, c'est un endroit où des éléphants ont été capturés de la nature, où il y a aussi de la reproduction avec les éléphants, dans le but de faire des spectacles, créer des jeux avec les humains. Ça peut être du foot, ça peut être de la peinture, ça peut être des balades à dos d'éléphants. Enfin voilà, derrière, l'animal a été maltraité pour pouvoir interagir avec les humains et pour pouvoir faire des choses dont c'est pas naturel. Donc il a dû apprendre à peindre par exemple, il a dû apprendre à jouer au foot, etc. et à interagir avec ces humains. Dans la nature, clairement, ils font pas ça. Hein. On est bien d'accord sur ces points-là. Donc voilà, un camp d'éléphants, de base, c'est des éléphants qui sont maltraités dans le but de divertir et d'interagir avec les voyageurs. Un sanctuaire, lui, et de base, va récupérer ces animaux qui ont été maltraités et va en faire un sanctuaire, donc un lieu de repos, un lieu de recueil où les animaux pourront être libres au sein du parc et pourront être des éléphants. C'est important de pouvoir qu'ils puissent exprimer en fait leurs besoins, de pouvoir exprimer leur comportement, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils n'ont pas envie, etc. Donc, je vais commencer déjà par vous présenter donc un ancien camp d'éléphants qui est devenu du coup un sanctuaire entre guillemets. Je pense qu'on peut trouver un autre mot. Pour moi, il ne s'agit pas d'un sanctuaire. Donc, tout d'abord, donc on commence la visite dans ce sanctuaire-là. On commence la visite surtout en préparant donc le repas pour les éléphants. Donc là, c'était plus au niveau médecine, parce que les éléphants, ils peuvent avoir des problèmes digestifs, des problèmes de peau, etc. Et donc le but, c'est de pouvoir préparer ça, de comprendre en fait chaque ingrédient, comment est-ce qu'il agit, pour l'éléphant, quel bénéfice il a. Donc déjà, c'est en général dans un sanctuaire. On peut préparer la nourriture pour les éléphants, mais de base, ce sont plus les personnes qui travaillent au sein de ce sanctuaire qui le font, plutôt que les touristes. Ou sinon, on peut être volontaire aussi dans certains sanctuaires, et là, on va pouvoir préparer tout ce qui est nourriture. En général, dans un vrai sanctuaire, ce sont pas les visiteurs qui vont préparer la nourriture. Là, c'est plutôt une activité pour le touriste. Mais bon, en même temps, on comprend à quoi ça sert. Donc là, en fait, c'était la préparation de petites boules de riz. Donc le riz est cuit dans
dans une grosse marmite comme ça, avec tout plein d'ingrédients dedans. Et le but, voilà, c'est de faire des boules et que chaque ingrédient, donc naturel, il n'y a pas de médicament derrière, c'est le médicament, c'est la nature, ils le trouvent dedans. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Excuse-moi, Justine, tu montres des photos? Là, on ne voit pas de photos pour l'instant. Je remets. Donc voilà, là c'était le lieu où on était. Excusez-moi. Donc là c'était des ingrédients, voilà, qui étaient préparés dans des bassines avant qu'on arrive. Et nous on a juste à tout former, faire des boules pour après leur donner. Et donc ça, ce sont ensuite, donc là ce sont les marmites où le riz cuit dedans avec d'autres ingrédients. Et donc tous les ingrédients médicinaux se trouvent dans la nature. Ce sont les plantes qui vont cueillir aux alentours et aussi des choses du marché, voilà, qui vont pouvoir acheter. Donc là, comme je vous disais, ce sont des éléphants qui appartiennent à un ancien camp d'éléphants. Donc les infrastructures sont faites en conséquence. Donc on voit qu'il y a des enclos comme ça et des espèces de supports en hauteur où là le but c'était de nourrir les éléphants, donc leur donner des bananes par exemple, voilà, juste en gros une friandise si vous voulez. Donc là c'est plutôt une interaction qu'on va chercher par le nourrissage. Et donc dans ce sanctuaire là on a plusieurs types d'éléphants. On a des jeunes et des moins jeunes. Donc là ce sont comment on peut appeler ça, quarantaine d'années, je dirais. Je vais pas en vexer certains. Et ici, on a des vieux éléphants qui ont plus de 70 ans. Donc là, on voit qu'ils sont dans des tout petits enclos et ils restent là toute la journée. Ils attendent la nuit après pour retourner dans la jungle, pour passer la nuit là-bas. Mais la journée, ils restent là. Je trouvais que c'était un petit point négatif dans le sens où c'est pas parce qu'on est des vieux adultes qu'on peut pas bénéficier de grands espaces non plus. Ils sont là pour qu'on leur donne les médicaments et les choses comme ça, mais toute la journée on leur donne pas des médicaments. Donc ça, je trouvais que c'était un point négatif, le fait d'avoir un enclos très petit qui n'est pas conforme à leur milieu naturel, si je peux dire. Et j'ai vu des éléphants, soit ils étaient excités parce que c'était l'heure de manger, soit c'était de l'ennui, donc on voyait qu'ils se balançaient comme ça. Et je pense que c'est un comportement qu'ils ont eu dans le camp aussi avant. Donc voilà, ce sont des vieux éléphants. Les éléphants vivent à peu près 80 ans. Et donc après, on a dû préparer la suite du repas pour les vieux éléphants. Il faut savoir que les vieux éléphants, ils perdent des dents quand ils vieillissent et donc ils peuvent plus mâcher les gros aliments comme il faut, et donc il faut leur mixer la nourriture. Donc là, l'envers du décor, c'est je suis assis sur une chaise en face de l'éléphant. Donc ils ont fait venir l'éléphant exprès devant moi et je le regarde manger. J'ai trouvé ça pas naturel et surtout un peu malaisant parce que on est là, on observe manger. Enfin, j'ai l'impression que j'étais pas à ma place à ce moment-là, et on enchaîne en fait les activités comme ça, les unes à la suite des autres, assez rapidement et sans prendre le temps. Donc voilà, on a des explications, mais derrière c'était trop rapide. Trop à la chaîne, et voilà, l'animal, on lui dit de faire quelque chose, il le fait. Il n'y a pas, je prends en compte sa volonté derrière. Pour le coup, c'était assez problématique. Et puis on a terminé la visite sur un bain d'éléphants. Et là donc, les éléphants, on leur a dit d'aller dans l'eau. S'ils voulaient pas y aller, c'était pareil, ils y allaient quand même. Ils n'avaient pas le choix, on va dire, parce qu'il y a une éléphante qui a mis un peu de temps avant d'aller dans l'eau. Et là, on voit le maout qui leur lance de l'eau dessus. En général, un éléphant, il peut prendre son bain tout seul. Les maouts, ils peuvent être à l'extérieur. Et on le verra tout à l'heure, un autre exemple. Aussi, pendant le bain d'éléphant, on voit que le maout parle et on voit l'éléphant prendre de l'eau dans sa trompe et le jeter vers nous. Ça aurait été sur eux, à la limite, j'aurais compris, c'est pour s'arroser, etc. Mais là, c'était vers notre direction. Et donc,
là aussi, on a un comportement pas naturel où on lui dit de faire quelque chose. Donc, dans ce type de sanctuaire, dans des anciens camps, on a encore beaucoup d'ordres que les éléphants reçoivent et d'activités à faire. Et aussi, ils ont proposé de faire des photos que moi j'ai refusé parce que je le sentais pas. Et j'ai bien fait parce que les autres personnes ont fait les photos et on voyait l'animal tenir la personne avec sa trompe autour de la taille. Là aussi, on lui a dit de le faire, et alors qu'ils étaient déjà en train de manger les éléphants, donc j'ai pas compris pourquoi choisir ce moment-là pour faire des photos, pourquoi lui demander de faire une pause, etc. Donc c'est pour ça que j'ai mis un bémol sur ce type de sanctuaire. Enfin, déjà, j'ai du mal à dire ce mot sanctuaire par rapport à ce genre d'endroit. Donc voilà, c'était quelque chose qui était assez problématique. Donc, avant de choisir un endroit, bien se renseigner un peu sur l'envers du décor, sur les activités qui sont proposées. Si vous pensez qu'il peut y avoir de l'interaction, voilà, avec ces activités-là, ça peut être des bains d'éléphants. Donc là, j'ai pas vu ça encore, où les touristes vont prendre leur bain avec les éléphants. Et ça, c'est tout à fait possible dans certains endroits. Donc pour moi, ça, c'est aussi une interaction avec le touriste qui n'est pas naturelle. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi il faut pas prendre de bain avec les éléphants. J'ai une petite question, Justine, pardon. Tu parles de maout, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce que c'est? Alors le maout, ou le cornac, c'est pareil. C'est en fait une personne qui va s'occuper de l'éléphant tout au long de sa vie. Donc il a été choisi, ou des fois pas choisi, mais on n'a pas le choix. Donc en fait c'est une personne qui va être aux côtés de l'éléphant toute la journée, qui va le suivre, qui va lui donner à manger, qui va le soigner. Donc voilà, c'est quelqu'un qu'on retrouve vraiment toute la journée à côté. Il y a un maout par éléphant. Donc, si vous allez dans un sanctuaire où il y a 100 éléphants, on aura 100 maouts. Donc voilà, c'est vraiment créer un lien en fait avec l'éléphant. Quelque chose d'important aussi quand on va dans un sanctuaire, c'est regarder si le maout, donc la petite personne là en l'occurrence, n'a pas un bullock avec lui. Donc c'est un espèce de grand bâton avec un crochet. En général, cet outil-là, il est utilisé pour faire obéir l'éléphant. Donc, on va le taper à certains endroits sensibles pour qu'il obéisse. Et donc, ça fait très mal et ça peut laisser des traces. Heureusement, j'en ai pas vu. Donc, il y a de l'amélioration. On va passer maintenant à un autre... Est-ce que tu peux nous expliquer, Justine, peut-être aussi le Fajan? On sait qu'on n'a pas parlé de la capture. Comment, au niveau des camps, voilà, comment ces éléphants en sont arrivés là? Ouais. Alors, pour le Fajan, en fait, c'est très simple. Donc, le bébé, à la base, était récupéré dans la nature. Donc, il tuait la maman pour récupérer le bébé. Et puis, il va subir ce qu'on appelle une maltraitance. Donc, le Fajan qui littéralement veut dire briser l'âme de l'animal. Donc on va le battre pendant une semaine sans eau ni nourriture, l'attacher à un poteau. Et le but c'est de le récompenser quand il a compris qu'il a fait quelque chose de bien, qu'il a obéi. Et donc il va assimiler la récompense à ce qu'il doit faire en fait. Et c'est comme ça qu'il va apprendre. Dans ce sanctuaire-là, ils nous ont pas parlé de Fajan parce que bon, c'est une pratique qu'ils doivent un peu avoir honte, je pense. Ils nous ont parlé plutôt de l'école des éléphants. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est nouveau à entendre. Les éléphants vont à l'école pour apprendre à faire des tours. Sauf que à l'école, on leur apprend pas par la manière douce. Vraiment derrière, il y a de la maltraitance pour qu'ils apprennent à peindre, à jouer au foot et monter, les balades à dos d'éléphants, etc. Donc voilà, c'est ils nous ont dit que à partir de 2 ans, 3 ans, ils enlevaient l'éléphanto à sa maman quand les éléphants naissent en captivité. Et donc c'est un traumatisme déjà d'être séparé de sa maman. Donc il va plus avoir de repères, plus rien. Donc là, ça sera plus facile pour eux d'en faire ce qu'ils veulent, de moduler son esprit, etc. Et donc pouvoir faire ce qu'ils en veulent. J'ai une petite question aussi. Est-ce qu'il est possible en fait de relâcher des éléphants qui ont été exploités par le passé sans passer forcément par des sanctuaires comme ça? Alors non, c'est totalement impossible parce que pour beaucoup,
génération après génération, il y en a beaucoup qui naissent en captivité et en fait, ils ont trop de liens avec l'homme. C'est l'homme qui les a nourris, c'est l'homme qui fait tout pour eux et donc eux, ils n'ont pas appris en fait à vivre dans la nature. Ils n'ont pas appris à reconnaître les plantes comestibles, ils n'ont pas appris à se défendre, par exemple, s'il y a un éléphant sauvage qui arrive. Et puis, il peut y avoir aussi propagation de maladies par rapport aux éléphants. Donc là, non, surtout que les éléphants là sont très proches de l'homme et donc vont avoir plus tendance à se rapprocher des villages, détruire les cultures, etc. Et donc c'est très très problématique à ce niveau-là. Donc non, ils pourront pas être relâchés. Ils peuvent être relâchés seulement si ils ont eu très très peu d'interaction avec les humains. Et en Thaïlande, par contre, c'est pas possible parce que c'est très il y a des lois pour ça, donc on pourra pas. Mais ça peut être possible dans d'autres endroits si on a racheté un territoire, par exemple, et que le territoire appartient à la fondation, etc., et que c'est surveillé derrière. Donc les animaux voilà, ça sera très très réglementé si jamais on doit les relâcher, mais eux en l'occurrence ils pourront pas. Et en Thaïlande c'est impossible et en plus il n'y a pas énormément de terrain dû à la déforestation qu'il y a eu pendant de longues années. Donc voilà. Merci Justine. Et j'en profite parce que j'ai une question qui est tout à fait dans la continuité de la précédente. Du coup, est-ce que des éléphants captifs qui auraient été relâchés peuvent se faire adopter entre guillemets par des éléphants en liberté? Oui, ça peut être possible qu'ils rejoignent un groupe. Ça peut être tout à fait possible. Il faut juste savoir que si c'est un mâle qui est relâché, ça va être très compliqué pour lui de survivre et d'être accepté parce qu'en fait, un mâle aura plusieurs femelles, on va dire. Et si il tombe nez à nez avec un autre groupe et qu'il y a un mâle, là, il va y avoir combat. Et en général, les éléphants mâles meurent assez jeunes à cause des combats. Et donc voilà, une femelle peut être potentiellement plus acceptée, mais un mâle, ça va être très compliqué pour lui. Et sinon, il devra reconstituer lui-même sa famille. Mais voilà, après, comme je vous ai dit, c'est compliqué parce qu'ils n'auront pas appris à vivre dans la nature. Est-ce que les autres sont déjà OK pour l'accueillir? Est-ce qu'ils vont pouvoir lui apprendre qu'est-ce qui est comestible ou non? Enfin voilà. Mais globalement, on évite les interactions, voilà, entre les animaux entre guillemets domestiques, parce qu'ils appellent ça domestique, des animaux qui ont vécu avec l'homme et des animaux sauvages. Mais il faut savoir qu'un éléphant sera jamais domestiqué. Enfin, c'est pas le même processus et je suis pas tout à fait d'accord, on va dire, avec ce mot-là, mais bon, c'est mon point de vue et vous risquez de l'entendre assez souvent. Je vais passer rapidement à un autre sanctuaire où là, c'est le sanctuaire numéro 1 en Thaïlande qui a été créé par Lek Tjelart. Celui-là, c'est le plus connu de tous en Thaïlande. Donc, désolé pour la qualité des images. On a des feux aujourd'hui en Thaïlande, en ce moment, puisque ils brûlent pour avoir des terres, etc. Donc là, on a été vraiment impactés aujourd'hui. Donc là, ce qui est bien dans ce sanctuaire-là, donc ce sont déjà des animaux qui ont été sauvés. Ce sont des animaux qui ont été blessés, qui sont soignés et qui sont en processus en fait de réhabilitation, à redevenir eux-mêmes des éléphants, si je peux dire. Donc là, on était dans un endroit qui était extrêmement grand parce qu'il y a beaucoup d'éléphants. Les animaux vivent en liberté sur le terrain. Il n'y a pas d'enclos. Il y a des enclos pour certains, mais pas d'enclos pour tous. Donc là, ils peuvent vraiment aller où ils veulent, quand ils veulent. Enfin voilà, ils sont libres de leur mouvement. Et on nous a bien dit qu'ici, un éléphant peut exprimer son comportement naturel. Il est là pour être un éléphant et pas pour être une activité touristique. Donc nous, quand on va visiter ce type de sanctuaire, en fait, on contribue aux soins. L'argent qu'on va leur donner va contribuer aux soins, va contribuer à la nourriture. Enfin voilà, le but c'est que ils puissent être des éléphants. Et donc on a beaucoup de vieux éléphants, on a beaucoup d'éléphants aussi blessés. Donc vous voyez, il n'y a pas de chaîne là. On voit que c'est quand même beaucoup plus grand que l'autre précédent. Et qu'on cherche pas l'interaction avec les humains, c'est vraiment de l'observation à proprement parler. On a donc des éléphants blessés, comme je vous disais. Donc à gauche, en fait, vous avez une éléphante qui a le train,
qui a les hanches cassées à cause de l'industrie forestière. Donc là, elle a dû énormément travailler. Et donc, elle s'est cassée la hanche à cause du bois qui est extrêmement lourd. Et donc, ils recueillent ce genre d'éléphants pour qu'ils puissent déjà obtenir des soins et profiter de leur retraite. Beaucoup d'éléphants sont aveugles aussi, puisque une fois qu'on a utilisé le bullock, si ça marche pas, on va utiliser des lance-pierres en fait qu'on va leur lancer dessus. Et donc, pour beaucoup, ils ont eu des yeux, ils sont devenus aveugles. Et sinon, beaucoup viennent de cirques où la lumière, en fait, les a rendus aveugles aussi, parce qu'il faut savoir qu'un éléphant a une très faible vision. Il a des tout petits yeux pour sa grosse tête. Et donc, il voit déjà de base pas très bien. Et donc, le fait d'avoir des choses en plus, des lumières trop flashy, etc., au bout d'un moment, ça abîme leur rétine et deviennent aveugles. Dans un vrai sanctuaire, on va trouver également des jeux, donc de l'enrichissement, ça s'appelle, pour éviter que les animaux s'ennuient, donc ils vont pouvoir jouer. On a aussi des bébés éléphants qui ont été sauvés, donc il n'y a pas de reproduction dans un sanctuaire, un vrai sanctuaire, il n'y a pas de reproduction. Dans l'autre, il y a eu de la reproduction, donc c'est pour ça qu'il y a une distinction à faire entre les deux. En général, ils recueillent pas de bébés parce que ça peut cautionner la reproduction et la vente de bébés éléphants. Et donc, du coup, ils évitent d'acheter des bébés éléphants pour éviter de cautionner ce genre de pratique. Et ce qui est quelque chose d'assez rigolo aussi dans ce sanctuaire-là, c'est que ils font des gâteaux, donc des gâteaux de fruits avec du riz gluant, etc. Pour les éléphants quand c'est leur anniversaire, quand ils ont quelque chose à célébrer. Et donc voilà, aujourd'hui, ils ont pu faire ce petit gâteau-là pour un anniversaire. Et les éléphants mangent tout seuls. On peut leur donner parfois une banane par-ci par-là, mais voilà, les bananes sont posées par terre, c'est eux qui se servent, c'est eux qui mangent tout seuls. Enfin, nous, on n'intervient pas, on observe juste. Et on termine sur un petit bain où là, en fait, il y a la rivière qui passe juste à côté. Et donc, les éléphants, ils vont tout seuls pour aller se baigner. Et là, il n'y a pas de maout avec eux. Les maouts sont assez loin et ils les observent aussi. Ils interviennent vraiment qu'en cas s'il y a une grosse baston ou quoi que ce soit. Donc voilà, là c'est là, ils étaient vraiment en train de jouer et d'exprimer leur comportement naturel. Enfin, vraiment, c'était assez drôle à voir. Et puis, voilà, on peut que apprécier ce qu'on voit sous les yeux et féliciter ce genre d'initiative. C'est clair. On a des petits commentaires qui nous disent que c'est trop mignon. J'avais une question. Tu mentionnais que même dans ce sanctuaire-là, il y a des enclos. Est-ce que c'est pour des raisons médicales? Oui, exactement. Donc, on a déjà une quarantaine pour les éléphants. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui sont extrêmement, pas bien dans leur tête, très anxieux, qui manquent de sociabilité. Donc là, on va avoir des quarantaines à ce niveau-là pour essayer de se resociabiliser. Mais on a aussi des enclos pour les soins médicaux. Donc à l'intérieur, il y a une clinique médicale. Enfin, il y a une clinique pour soigner les éléphants. Donc il y a des médecins H24 sur le lieu. Et puis petit à petit, voilà, on peut réinsérer les éléphants. Et donc je voulais vous montrer aussi d'autres choses qu'on peut faire dans un sanctuaire. Donc là, je vais vous montrer. Ah pardon, vous avez peut-être pas entendu. Je vais vous montrer d'autres photos d'un autre sanctuaire que j'ai pu faire, où là c'est légèrement différent. Donc voilà, donc là c'est un autre sanctuaire où il y a que 3 éléphants. Ils ont récupéré beaucoup de chiens aussi. Lake Tchellart, pareil, ils ont entre 500 et 600 chiens. Ici dans ce sanctuaire-là, on a une 50aine de chiens qui ont été sauvés. Et donc le but de ce sanctuaire, sont déjà, on leur donne quelques friandises pour calmer un peu leur faim. Et puis après, on part dans la forêt avec eux. Le but, c'est de les amener dans la forêt pour qu'ils puissent manger, voilà, ce qu'elles veulent, choisir quelle branche elles veulent manger, quel type de plante, etc. Donc là, on part vraiment avec eux, où il n'y a pas d'interaction à proprement parler tout de suite, puisque c'est l'animal qui choisit là aussi où est-ce qu'il veut aller. Il y a quand même un petit itinéraire, mais si elles veulent
prendre un autre chemin, elles vont prendre un autre chemin. Et nous, on s'adapte en fait. Voilà, si elles s'arrêtent, on s'arrête. Si elles veulent repartir, on repart. Donc voilà, on a eu des chiens qui nous ont accompagnés. Donc le noir là, par exemple, c'est Pépito, et lui, il est adorable. Il m'a suivi partout. Et voilà, ils sont là aussi pour protéger en fait, nous protéger nous au cas où il se passe quelque chose, mais aussi être sûr que tout se passe bien, voilà, pendant la balade. Et donc ils prennent en général des chiens qui sont pas trop turbulents, parce que des chiens qui vont se battre, par exemple, ou même qui vont jouer entre eux assez fortement, ben ça va énerver les éléphants. Et donc moi j'ai pu le voir, ça a énervé les éléphants, donc elles étaient vraiment pas contentes. Et donc dans ces cas-là, on s'éloigne encore plus que ce que déjà on était éloigné, parce qu'on sait pas par où elles vont partir. Et puis elles vont se rassembler, prendre un certain temps avant de se calmer. Donc le maout, il sera là, voilà, pour les aider à se calmer, pour leur dire que tout va bien, il n'y a pas de problème, et après pouvoir repartir. Dans cet endroit-là, ce qui est sympa, c'est que déjà, comme elles sont très peu nombreuses, en fait, pendant la période où on va manger, nous, on va laisser les éléphantes en fait dans la nature toutes seules. Et donc là, vraiment aussi, elles vont pouvoir faire ce qu'elles veulent. Si elles ont envie de manger un certain... Et là, on va pas calculer vraiment ce qu'elles vont manger. Parce que dans d'autres sanctuaires, comme c'est l'homme qui leur donne, là, il y a... on va leur donner 200 kilos de nourriture. Ici, vraiment, ils comptent pas. Ils comptent juste 100 kilos qu'on leur donne en fruits, en canne à sucre, etc. Parce qu'un éléphant a un régime varié. Il faut qu'il puisse manger différentes choses. Sinon, il va avoir des problèmes de digestion. Il va pas se sentir très, très bien. Et là, voilà, par exemple, aussi, un éléphant... a une peau très fragile, donc adore se gratter aussi contre des grands murs comme ça. Donc là, c'est le moment, c'est l'occasion, et de pouvoir mettre aussi de la terre sur eux pour protéger leur peau. Et donc là aussi, on a terminé sur sur un bain d'éléphant. Donc les maouts, eux, étaient très éloignés, ils étaient à côté, mais pas dans l'eau avec eux. Ils les observent juste, on leur dit, vous pouvez aller vous baigner si vous voulez. Il y en a une qui n'a pas voulu se baigner, et donc on ne l'y a pas obligée à aller se baigner si elle n'avait pas envie. Et je sais qu'ils y retournent après si elles ont envie à ce moment-là. Mais voilà, on a trois types de sanctuaires. Un ancien camp d'éléphants, un sanctuaire où là c'est beaucoup plus gros, où on a récupéré énormément d'animaux, où là ça tourne pas mal, mais elles sont libres. Et là un petit sanctuaire, voilà, familial, où les éléphants aussi sont sauvés de la maltraitance, de l'industrie forestière et d'autres animaux par la même occasion. Et dans ces deux derniers que je vous ai présentés, on ressent vraiment l'amour pour les éléphants. Et dans le premier, beaucoup moins, voire pas du tout. Voilà, c'est aussi une différence qu'on peut ressentir et vivre quand on fait un sanctuaire. Tu parlais au féminin tout à l'heure, ça m'a intriguée. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de femelles dans ce sanctuaire-là, ou de manière générale? Oui, alors pardon, j'ai pas expliqué, c'est vrai, t'as raison. En fait, il y a beaucoup de femelles déjà dans les sanctuaires, parce que les mâles, en fait, sont assez territoriaux et vont se battre pour avoir une femelle en sa possession. Donc en général, les mâles sont séparés des femelles dans des sanctuaires, mais c'est plus facile déjà pour des femelles, parce que elles n'auront pas tendance à vouloir se battre, à montrer la testostérone, on va dire, et elles vivent aussi beaucoup plus longtemps, parce qu'elles se mettent moins en danger, elles sont un peu plus dociles, c'est pas le mot que je voudrais employer, mais elles sont moins dans l'affrontement, on va dire. Donc voilà, c'est beaucoup plus des femelles. Et puis comme les mâles, ils meurent assez jeunes à cause des combats, etc., et en général, il y en a moins. Ok, ça marche. J'ai deux questions qui pourront nous amener doucement vers la conclusion, je pense. Comment faire, pardon, pour choisir un bon sanctuaire? Donc, tu mentionnais de vérifier les activités, mais peut-être qu'il y a d'autres tips à donner. Et aussi, est-ce que la visite d'un sanctuaire est un must, donc on va dire un passage obligé pour toi lors d'un voyage en Thaïlande? Alors c'est jamais un passage obligé, je réponds déjà à la dernière, c'est jamais un passage obligé, c'est est-ce qu'on a envie de voir les éléphants, est-ce qu'on n'a pas envie de les voir, enfin
pour moi, c'est pas une obligation et c'est pas un passage obligé parce qu'on n'a pas tous cette appétence entre guillemets pour les animaux. Il y en a qui ne les aiment pas, il y en a qui ont peur d'eux, donc ils vont pas aller les voir, tout simplement. Pour moi, qui adore les animaux, je préfère les voir dans des bonnes conditions. Donc voilà pourquoi choisir un bon endroit est extrêmement important parce que après, on risque de le regretter, on risque de culpabiliser, même si des fois on ne sait pas vraiment l'envers du décor. C'est pour ça que aujourd'hui je visite un peu tout pour connaître en fait derrière les discours qu'ils ont, connaître les bonnes pratiques, connaître vraiment les activités qu'ils proposent ou pas d'activités. Et le but en fait c'est de pouvoir orienter au bon endroit. Et donc sur un site internet, il faut vraiment faire attention à la communication parce que aujourd'hui on va vous dire oui mais si il aime qu'on lui monte sur le dos pour jouer dans l'eau, etc. C'est faux. Oui, mais si ils aiment bien qu'on leur gratte le ventre, etc. C'est faux. Ils savent très bien le faire tout seuls. En gros, déjà, il faut pas qu'il y ait d'interaction directe avec l'animal. Donc pas de bain. Je vais pas aller le toucher tout le temps. Les photos aussi. Est-ce que c'est et aussi savoir. En général, c'est souvent dit combien de personnes on a dans chaque, enfin le nombre de personnes par groupe, on va dire. Ça aussi, c'est très important. Est-ce que on va être hyper nombreux? Est-ce que ça va être des choses qui vont être faites à la chaîne? Est-ce que ce sera un moment privilégié si on n'est pas nombreux? Enfin voilà, le but c'est de pas tomber dans le panneau, dans les beaux discours. Je vous conseille vraiment de faire plein de recherches avant de choisir un sanctuaire parce que la réalité est tout autre. J'ai encore eu la preuve aujourd'hui pour un sanctuaire en discutant avec des Français que j'ai rencontrés et honnêtement déjà que je le sentais pas, là ça a confirmé le fait que il faut pas y aller et voilà, les informations on les retrouvera par le biais de Voyage Sauvage aussi. Je sais pas si je précise juste que justement à partir de l'année prochaine on va avoir la chance d'avoir Justine en fait qui va être notre accompagnatrice, c'est-à-dire qu'on va organiser des voyages organisé en mini-groupe avec Justine voilà, qui va accompagner et qui va donc du coup non seulement permettre par son expertise déjà bien sûr en amont pour l'organisation des voyages en général chez Voyage Sauvage et avec notre correspondant local, mais aussi donc voilà au niveau du mini-groupe pour justement aussi être sur place pour bien voir que accompagner les guides, parce qu'encore une fois on voit qu'on est dans un pays qui est en évolution, qui évolue très vite. Contrairement à pas mal de pays en Europe, parce que c'est vrai qu'ils se remettent en question. Hein, tu le vois, Justine, on a vu là pendant ton voyage. C'est vrai que c'est un pays qui est vraiment très adaptable, très résilient. Et donc ça, c'est vraiment une force. Mais du coup, voilà, Justine, elle est là justement pour les accompagner aussi. Donc voilà, du coup, elle est accompagnatrice à la fois sur place, par rapport aux professionnels, mais aussi donc du coup auprès de nos voyageurs. Super. Et alors une petite dernière question peut-être. Du coup, est-ce que ça reste quand même pas important de pouvoir aller visiter ces sanctuaires pour en fait quelque part les financer et aider les éléphants? Si, totalement. Après, comme je vous dis, ça dépend si vous voulez y participer ou non, mais ils ont besoin de financement parce qu'un éléphant, ça coûte très cher à l'entretien, ça coûte que ce soit pour les frais médicaux, la nourriture, ça coûte extrêmement cher. Il faut payer aussi le personnel qu'il y a. Malheureusement, comme ils sont pas réhabilitables, on est obligé de les avoir dans ces centres-là. Et puis, je trouve que c'est une manière d'apprendre à les connaître aussi parce que quand on va dans la nature, qu'on se balade, on connaît pas forcément ce qui nous entoure. Là, on a des gens qui les connaissent, on a leurs histoires, on a leur nom, on a leur âge, on connaît leur comportement aussi parce qu'ils vont nous dire, cet éléphant, c'est un individu. Ils ont chacun leur personnalité et ils vont te l'expliquer aussi en disant, elle aime pas qu'on lui fasse ça, elle aime pas ci, elle aime pas ça, elle adore qu'on lui fasse ci, qu'on fasse ça. Enfin, voilà, c'est aussi important de replacer l'animal en tant qu'être à part entière. Comme nous, on est nos propres individus, on est tous différents, eux, c'est la même chose. Et on apprend beaucoup de choses sur leur comportement, sur leur façon de vivre. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant aussi de pouvoir voir ça et puis de nous, après, réfléchir quand on rentre de voyage. Notre rapport à l'animal va forcément être un peu plus différent par rapport à ce que nous, on a dans notre quotidien. Donc voilà. Je rajouterais qu'on est forcément tous tentés d'avoir des interactions forcément avec les animaux, de les toucher, de leur faire des bisous, etc.
Mais en fait, vraiment, c'est important de se maîtriser par respect pour eux, en fait. Et donc ça, c'est valable pour les éléphants, mais comme plein d'autres animaux dans le C'est ça. monde. Et vraiment, cette vidéo, voilà, si vous deviez retenir qu'une chose, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, le respect, c'est aussi la distance. En fait, c'est à l'animal de venir vers vous s'il le souhaite. Comme elle disait Justine, que ce soit le bain ou n'importe quoi, en fait, ça doit être toujours son choix et non pas le nôtre. C'est comme ça qu'on les respectera au mieux, en fait. Voilà. Et oui, et surtout la maîtrise est extrêmement importante au voyage là-bas parce qu'on nous demande tout le temps est-ce que vous voulez faire une photo avec? Moi, je dis non parce que j'ai pas besoin de faire des photos avec eux déjà de base, mais c'est surtout que on sait pas comment ça va être fait derrière et j'ai pas envie de cautionner quoi que ce soit. Donc voilà. Chez l'EC, on garde une certaine distance. Si les gens veulent faire la photo, on ne touche pas l'animal non plus. Donc là, ça c'est top. Mais il y a d'autres endroits où, comme je vous ai dit, bah ça va pas être fait de manière naturelle. Donc la meilleure des manières, c'est de refuser plutôt que de se rendre compte après de j'aurais pas dû. Voilà. Et puis aussi, tout à l'heure, on parlait de la réhabilitation. C'est vrai qu'on disait qu'en Thaïlande, comme disait Justine, c'est vrai que c'est pas possible aujourd'hui pour toutes les raisons qu'elle a citées. Mais en fait, il faut garder espoir. Peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura assez de territoires, justement, comme disait Juju, qui vont être achetés par les fondations, etc. Et en fait, le but, comme dans plein d'autres pays où ça se fait, justement, notamment, je pense au Gibon, avec justement l'association Calaouette, où il y a de rachète des terrains pour réhabiliter justement les gibbons en liberté. Enfin, il y a d'autres au Cameroun aussi, avec les primates, etc. Donc ça se fait aussi ailleurs. Et peut-être qu'un jour, on espère vraiment avec Justine que ça se fera aussi en Thaïlande. Et donc le fait, encore une fois, du coup, de garder ces distances avec les animaux, de respecter leur état naturel, et ben en fait, ça va les aider un jour justement si c'est faisable, qu'ils soient réhabilités. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'en effet, c'est vrai, comme elle disait, il y a des lois, il y a énormément d'obstacles à la réhabilitation, mais on ne sait pas, peut-être qu'en 2050 ou plus tard, peut-être que ça sera possible que toutes ces choses-là auront évolué et que du coup, on aura trouvé des solutions à tout. Et donc, bah, plus on va se comporter, encore une fois, pas comme si c'était une peluche, si vous avez envie de faire des câlins, faites des câlins à vos animaux de compagnie, qui sont eux des animaux domestiques à part entière, des espèces domestiques, faites des câlins à des peluches. Mais voilà, les animaux sauvages ne sont pas faits pour qu'on leur fasse des câlins. C'est eux qui viennent pour vous sentir, pas que parce qu'ils ont envie d'avoir à manger, enfin, pour plein de raisons, parce qu'ils ressentent en effet quelque chose de fort, pourquoi pas. Mais voilà, ça ne doit jamais être à nous d'avoir besoin d'un câlin. Génial. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Justine, merci Aurélie. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses pendant ce live. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi aussi. Et n'hésitez pas à nous contacter ou contacter directement Justine et Aurélie si vous avez des questions complémentaires sur ce sujet. Elles sont expertes, donc c'est toujours très enrichissant de parler avec elles sur ces sujets-là. Merci beaucoup, merci beaucoup.